Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter notre président de la SSVQ, Dr Michel Vallée, qui est connu de la majorité de vous. Michel est néphrologue à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, donc affilié à l'Université de Montréal. Michel est non seulement néphrologue, mais également PhD dans son domaine. Alors, Michel fait partie des lignes directrices canadiennes sur le traitement de l'hypertension artérielle. Par ailleurs, Michel fait beaucoup de recherches dans ce domaine, non seulement de l'hypertension, mais dans la protection rénale. Et c'est mon plaisir de le présenter pour une présentation qui sera fort intéressante, à savoir une façon nouvelle de protéger les reins des patients diabétiques. Alors, à toi, Michel. Merci beaucoup, Luc. Donc, en effet, ça me fait plaisir ce soir de vous entretenir donc sur l'impact cardio-rénal de l'inhibition du récepteur minéralocorticoïde chez les patients diabétiques. Donc, voici quelques conflits d'intérêts potentiels que je vous laisse regarder. Donc, c'est surtout parce que je donne quand même beaucoup de conférences et je fais aussi un peu de recherche. Donc, les objectifs pour ce soir, c'est de distinguer les différents types d'antagonistes du récepteur minéralocorticoïde et pour, en fait, connaître les bienfaits cardio-rénaux récemment démontrés de l'inhibition du récepteur minéralocorticoïde et finalement, savoir assurer le diagnostic, le traitement et le suivi sécuritaire de l'hypercalémie. Donc, les deux premiers objectifs, ça va faire l'objet de la première partie de la présentation. Vous allez voir qu'il y a une deuxième partie sur l'hypercalémie. Donc, on va illustrer le propos avec ce cas. On va dire que c'est Madame ZT qui est une femme de 57 ans. Et la question, c'est comment optimiser sa protection cardiovasculaire et rénale. Donc, ce qu'on sait de cette patiente, c'est qu'elle est diabétique depuis longtemps, on va dire 15 ans. Et elle a développé toutes les complications microvasculaires, là, néphropathie, rétinopathie, neuropathie. Mais on mentionne pas de complications macrovasculaires. Elle fait aussi de l'hypertension, dyslipidémie et son IMC à 30, là, c'est certainement pas l'idéal. Par contre, pour les médicaments, il semble traiter de façon tout à fait optimale avec la dose maximale de perindopril 8 mg. Elle a aussi indapamide et amlodipine pour compléter son traitement antihypertenseur. Atorvastatine à 20 mg, c'est pas une grosse dose, mais on va voir dans un moment qu'elle est dans la cible. Et pour son diabète, elle a metformin, sitagliptine avec dapagliflozine. Donc, vraiment un traitement qui semble vraiment optimal. Sa pression artérielle est tout juste dans les cibles à 127 sur 78. Son hémoglobine glyquée tout juste dans les cibles à 6,4. Et en effet, sa cible de glycémie pour cette patiente, c'est vraiment 6,5 parce qu'elle n'a aucun médicament qui crée un potentiel d'hypoglycémie. Puis elle a aussi plusieurs complications microvasculaires. Alors, définitivement, sa cible, c'est vraiment 6,5. Là, on va dire que c'est atteint tout juste. LDL à 1,66, c'est en bas d'un 1,8. Ce qui nous inquiète, par contre, c'est son DFG. Donc, vous voyez qu'il y a 2 ans, 45, 43 l'an dernier, 41 maintenant. Donc, ça baisse à peu près de 2 par année. C'est pas si mal, mais tout de même, à 57 ans, là, on arrive à 40. C'est quand même un peu inquiétant. Et son ratio albumine sur créatinine à 28 en milligrammes par millimole, c'est quand même élevé. C'est, disons, à cheval entre le microalbuminurie et le macroalbuminurie. Mais à ce stade-ci, on se dit là, que tout est optimal, tout est dans les cibles. Il semblerait qu'il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Mais on va voir dans un instant qu'il pourrait peut-être avoir quelque chose à faire pour optimiser sa protection cardiovasculaire et rénale. J'ai un patient typique comme ça là, qui a encore de la microalbuminurie et qui semble être traité de façon optimale. Donc, parlons donc de néphropathie diabétique. Comme vous le savez, c'est un problème de santé publique majeur. C'est une atteinte microvasculaire du diabète. 50% des diabétiques vont faire une forme ou une autre d'atteinte rénale qui est surtout de la néphropathie diabétique, mais aussi beaucoup de néphropathie hypertensive chez ces patients. Mais le problème de santé publique, il est là. C'est que 50% des nouveaux cas de dialyse actuellement le sont pour cause de néphropathie diabétique. Donc, ça, c'est catastrophique. Mais heureusement, la néphropathie diabétique, c'est une glomérulopathie qui est réversible, évidemment, si c'est pris à temps. On a plusieurs preuves au niveau histologique de ça, comme par exemple la série des greffés pancréatiques chez les diabétiques de type 1 et plusieurs cas qui nous sont rapportés de diabétiques de type 2 qui ont eu des biopsies rénales catastrophiques avec des grosses néphropathies diabétiques. Puis lorsqu'ils étaient traités de façon optimale, quelques années plus tard, on voit que la biopsie rénale, la néphropathie diabétique peut disparaître. Donc, c'est évidemment un message d'espoir pour nos patients, mais surtout un appel à l'action pour les cliniciens.
parce qu'on sait que la néphropathie diabétique est grandement diminuée par un traitement intensif, incluant les IOCA ou les ARA et maintenant les inhibiteurs SGLT2. Mais le problème ici, c'est que malgré l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, les patients avec néphropathie diabétique sont exposés à un risque élevé de progression de leur néphropathie. Vous voyez ici les études de Renal et IDNT publiées il y a 20 ans qui montraient donc que les ARA étaient meilleurs que les autres traitements antihypertenseurs pour la protection rénale. Ça nous laisse donc quand même un risque résiduel qui est important, malgré le 16 à 20 de réduction du risque rénal. Ensuite, on a pu faire mieux avec les inhibiteurs du SGLT2, mais malgré l'inhibition du système rénine-angiotensine et du SGLT2, il y a encore un risque résiduel ici que vous voyez qui est important. On le voit dans Credence. J'aurais pu montrer aussi DAPA-CKD. On voit que les choses s'améliorent, mais il y a encore un risque résiduel important. Alors, ce qui est aussi pire, sinon pire, là, c'est que le risque cardiovasculaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale et de diabète augmente au fur et à mesure que le DFG diminue et que le ratio albumine sur créatine augmente. Donc, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Vous voyez que si on prend un DFG normal autour de 100, on voit que à partir, disons, de 75, le risque de décès cardiovasculaire augmente plus le DFG diminue. Vous voyez qu'en bas de 30, le DFG, c'est catastrophique, c'est beaucoup plus élevé que le risque de base. Donc, même chose pour l'albuminurie. Si on prend le ratio albumine sur créatinine ici, en milligrammes par millimol, là, ce qu'on connaît mieux, la normale est à peu près ici à 2. On voit que même dans la zone de microalbuminurie dite normale, les gens donc ont une légère augmentation de leur risque cardiovasculaire si c'est plus haut. Mais dès qu'on est vraiment dans la microalbuminurie avérée, donc le risque cardiovasculaire augmente. Et quand on est en protéinurie ici, au-dessus de 30, là, c'est catastrophique. Les gens ont un risque cardiovasculaire qui est très élevé. Puis le cas de figure, évidemment, le pire, c'est d'avoir à la fois l'insuffisance rénale et la protéinurie, comme les patients avec néphropathie diabétique avancée. Ce qui nous fait dire vraiment que pour les patients avec néphropathie diabétique, là, devant les risques résiduels importants, il y a donc un urgent besoin d'autres cibles thérapeutiques pour protéger le cœur et les reins de ces patients. Donc, peut-être que le récepteur des minéralocorticoïdes serait une cible intéressante parce qu'on sait que la suractivation du récepteur minéralocorticoïde, ça entraîne des lésions rénales dues à l'inflammation et à la fibrose. Donc, les patients avec maladie rénale et cardiaque, via plusieurs mécanismes, là, peuvent avoir donc une suractivation du récepteur des minéralocorticoïdes, ce qui entraîne entre autres l'expression de l'oxydase de l'ADPH, ainsi que des cytokines pro-inflammatoires et pro-fibrotiques. Cette inflammation et cette fibrose causent des lésions rénales, vasculaires et cardiaques. Puis au niveau rénal, on reconnaît des lésions glomérulaires et tubulaires qui s'expriment par la protéinurie. Au niveau vasculaire, il y a du remodelage vasculaire, de la dysfonction endothéliale, une augmentation de la rigidité vasculaire. Au niveau cardiaque, l'hypertrophie, le remodelage, l'ischémie qui peut aller jusqu'à l'infarctus et des lésions myocardiques. Donc, la suractivation de ce récepteur minéralocorticoïde qui contribue à l'inflammation et à la fibrose est donc une cible thérapeutique potentielle pour ralentir la progression de la néphropathie chronique. On sait que parmi les facteurs de progression de la néphropathie chronique chez les diabétiques, il y a des facteurs hémodynamiques comme l'hypertension l'hypertension artérielle et l'hypertension glomérulaire qui sont assez bien adressés par les IOCA, les ARA, les inhibiteurs SGLT2. Il y a des facteurs métaboliques aussi, comme l'hyperglycémie, qui peuvent être aussi adressés notamment par les inhibiteurs SGLT2, mais aussi l'inflammation et la fibrose, qui sont quand même en partie adressés par les IOCA, les ARA, les inhibiteurs SGLT2, mais probablement pas au complet. Et on pense que si on inhibe ici l'action du récepteur minéralocorticoïde, on peut, dans le fond, ralentir la progression de la néphropathie chronique médiée par ces voies inflammatoires et fibrotiques et agir directement sur ce facteur de progression de la néphropathie qui n'est pas encore tout à fait complètement adressé actuellement. Donc, le potentiel réno-cardio-protecteur de l'inhibition du récepteur minéralocorticoïde est vraiment là. Donc, la finerenone, c'est un nouvel antagoniste non stéroïdien et plutôt sélectif des récepteurs des minéralocorticoïdes. C'est une assez grosse molécule qui n'est pas stéroïdienne. Vous voyez que c'est pas une structure stéroïdienne. Sa structure permet une interaction sélective, mais aussi puissante avec le récepteur des minéralocorticoïdes et la régulation de l'expression de ces gènes.
Ça peut présenter donc un potentiel d'effet antifibrotique et anti-inflammatoire. Donc ici, on voit que la liaison différentielle au récepteur minéralocorticoïde des ARM, donc des antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes stéroïdiens, comparativement à la finérenone qui lui est non stéroïdien, se traduit donc par des effets distincts sur l'expression des gènes et des effets cliniques qui sont différents. Donc pour ce qui est des antagonistes stéroïdiens, on connaît donc la spironolactone et les plérénones, des structures stéroïdiennes qui sont planaires. Et pour ce qui est de la spironolactone, sa sélectivité pour le récepteur des minéralocorticoïdes est assez faible, ce qui crée des complications potentielles comme des effets secondaires sexuels comme la gynécomastie parce que la spironolactone n'agit pas seulement comme antagoniste minéralocorticoïde, mais il peut agir aussi comme agoniste partiel là, sur d'autres récepteurs stéroïdiens. Par contre, comme antagoniste de l'aldostérone, il est complet, donc il peut créer de l'hyperkaliémie. Et l'effet sur la tension artérielle, il est important. Et pour certains patients, donc, moi, je l'utilise à bon escient, notamment en hypertension réfractaire. Les plérénones sa sélectivité pour le récepteur minéralocorticoïde, il est meilleur que la spironolactone, donc moins d'effets secondaires. Par contre, à peu près le même effet sur la kaliémie et la pression. Finérenone, ça, c'est complètement différent. On peut voir ici que sa structure est volumineuse, elle n'est pas stéroïdienne, elle n'est pas planaire. Elle interagit de façon différente sur le récepteur des minéralocorticoïdes. C'est ce qui est illustré un peu ici. Vous voyez que le récepteur des minéralocorticoïdes, il est changé de façon différente lorsqu'il lie la finérenone par rapport aux autres ARM. Et sa sélectivité, par contre, elle est très élevée, ce qui fait qu'il n'y a aucun signe d'effet secondaire sexuel. Donc, ça, c'est un avantage. Par contre, au niveau des effets en amont, disons, de la finérenone, ça donne moins d'effets sur le potassium et moins d'effets sur la tension artérielle, tout en conservant les effets anti-inflammatoires, anti-fibrotiques. Donc, des effets différents parce qu'il agit différemment sur le récepteur minéralocorticoïde. Donc, on va aller tout de suite vers les données cliniques parce que c'est ce qui nous intéresse là. Et les meilleures données nous proviennent donc de l'étude qu'on appelle Fidelity, qui est une méta-analyse prédéfinie des données de deux études jumelles, là, qui est l'étude Fidelio et Figaro, dont on peut donc combiner les données individuelles pour produire l'étude de Fidelity. Donc, l'étude de Fidelio, c'était une étude surtout avec des outcomes primaires rénaux, donc plus de 5000 patients, tandis que Figaro, c'est une étude presque similaire avec des outcomes surtout cardiovasculaires comme outcome primaire, donc plus de 7000 patients. Si on combine ces deux études pour faire l'étude Fidelity, ça nous donne plus de 13 000 patients où on peut étudier des résultats composés cardiovasculaires comme ici le MACE 3 points plus hospitalisation pour insuffisance cardiaque et les résultats composés rénales qu'on connaît. Donc, le classique, début de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire insuffisance rénale terminale, essentiellement commencer la dialyse depuis plus de 3 mois, ou baisse du DFG en bas de 15 cc par minute, c'est-à-dire devenir une insuffisance rénale chronique de classe 5. Il y a aussi une diminution de plus de 50% du DFG par rapport au départ, ce qui est l'équivalent de doubler sa créatinine, ou mortalité rénale, c'est-à-dire mourir parce qu'on a décidé de ne pas commencer la dialyse. Donc, Fidelio et Figaro avaient des plans d'études identiques, ce qui fait qu'on peut les combiner vraiment facilement. Et donc, ils avaient une étude qu'on va appeler, disons, le run-in, là, où on pouvait optimiser les IOCA et les AROS, ce n'était pas déjà fait. Ensuite, les gens étaient randomisés à finérenone versus placebo. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir le prescrire là, quand ce sera disponible. C'est finérenone, donc 10 mg si le DFG est en bas de 60, 20 mg la dose maximale si le DFG est en haut de 60. Puis après 2 à 4 mois, on peut augmenter la dose cible de 20 mg pour ceux qui avaient 10 mg s'il n'y avait pas notamment d'hyperkaliémie. Donc, même chose pour le placebo. Dans ces études, le suivi médian était de 3 ans. Donc, qui étaient les patients dans ces études? Essentiellement, si les patients éligibles, là, c'était ceux avec néphropathie diabétique, traités avec une dose optimisée d'IOCA ou d'ARA. Mais dans les détails, là, c'est des adultes au-dessus de 18 ans avec diabète de type 2 et microalbuminurie, ça c'est surtout vrai pour Figaro, et protéinurie, ça c'est surtout vrai pour Fidelio, et un DFG au-dessus de 25. Donc, vraiment des gens avec néphropathie diabétique. Dans Fidelio, on pouvait aussi avoir de la microalbuminurie si on avait une rétinopathie diabétique. Et tout le monde devait avoir une dose maximale tolérée d'IOCA ou d'ARA depuis au moins 4 semaines et un potassium en bas de 4,8 au début de l'étude.
Et les principaux critères d'exclusion, c'est les insuffisances cardiaques de classe 2 et plus, l'hypertension non contrôlée ou le diabète très mal contrôlé, l'hémoglobine glycée au-dessus de 12, des maladies rénales qui étaient non diabétiques, y compris les sténoses des artères rénales qui étaient cliniquement significatives, les AVC, les ICT ou les syndromes coronariens aigus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les derniers 30 jours ou les albuminuries très, très, très élevées. Donc, vous reconnaissez ici dans la carte de risque des KDIGO l'étude Figaro qui avait des patients avec microalbuminurie, mais aussi avec protéinurie. Fidelio, c'était surtout protéinurie, mais un peu de micro. Ce qui fait que si on combine les deux, on évalue donc un très large spectre de gravité de néphropathie diabétique. Si on regarde ici avec plus de détails, la carte de risque KDIGO. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la carte de risque KDIGO, vous avez ici le DFG, donc IRC de stade 1, 2 ou ici 3A, 3B, stade 4. Ici, on n'a pas mis le stade 5 en bas de 15. Et ça, c'est l'albuminurie, donc ici, pas d'albuminurie. Ici, le stade A2, c'est microalbuminurie et A3, c'est protéinurie. Alors ça, c'est la carte de risque. Et c'est un risque de quoi? C'est un risque de mortalité, d'événements cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale chronique qui progresse jusqu'à la dialyse. Ce qui est en vert, c'est un risque faible et jusqu'au trait rouge, là, qui est très grand risque. Donc, la première chose qu'on doit dire quand on regarde une carte de risque KDIGO, c'est que le principal déterminant de la mortalité, les événements vasculaires ou progressifs de son insuffisance rénale, c'est vraiment la protéinurie, là. Parce que dès qu'on a la protéinurie, il n'y a pas moyen d'être dans le vert, c'est tout de suite dans le orange. Et le rouge, il arrive très rapidement. Tandis que pour ce qui est du DFG, là, c'est seulement au stade 4 là, qu'on est dans le rouge. Donc, c'est pour ça qu'on dit en général que la protéinurie, c'est plus grave qu'avoir un DFG bas. Évidemment, les deux sont pas bons. Et ce qu'on dit ici, c'est que 40% des patients avaient un DFG au-dessus de 60. C'est les patients, donc ici, au-dessus de 60, stade 1, 2. Et donc, s'il y avait 40% au-dessus de 60, il y avait donc 60% en bas de 60, dont la majorité avait quand même beaucoup de protéinurie. Et pour ce qui est de la case où il y avait plus de patients, c'est celle-ci ici, là, donc DFG quand même entre 60 et 90 avec protéinurie, mais en majorité, il y avait des gens donc en bas de 60. Donc, dans Fidélité, quels étaient les patients? Donc, les caractéristiques de base de ces patients, c'était donc âge moyen 65 ans, surtout des hommes, 70%, et utilisation d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine, c'est presque 100%. Statine, c'était 72%. L'hémoglobine glyquée était hors cible à 7,7. Et la tension artérielle, 137 sur 76. Donc, dans une perspective canadienne, c'est hors cible parce que nous, c'est 130 sur 80, mais c'est une étude surtout américaine et européenne. Et chez eux, donc c'est 140 sur 90. Donc, c'était donc hors cible, on va dire, dans la perspective mondiale de cette étude. Bon, insuffisance cardiaque, c'était seulement 7,7%. Pour ce qui est du DFG, le DFG moyen est à 57,6. Comme on a dit tantôt, 40% au-dessus de 60. Et quand même 26% entre 45 et 60. Et quand même un tiers des patients entre 25 et 45, donc quand même des gens assez malades. Pour ce qui est de la protéinurie, le 2 tiers avaient de la macroalbuminurie ou de la protéinurie et un tiers microalbuminurie. D'autres caractéristiques de base, donc ça on l'a vu, donc diabète, durée du diabète de 15 ans, antécédent de maladie cardiovasculaire 46%, donc presque la moitié. Et pratiquement 100% avaient un inhibiteur du système rénine-angiotensine aldostérone. Quand même 2 tiers prenaient de l'insuline et seulement 6,7%, donc 877 patients prenaient un inhibiteur GLT2 et seulement 7,2% avaient un agoniste GLP1. Donc, il faut savoir que ces deux études, le Figaro et Fidelio, ont été planifiées il y a plusieurs années et dans ce temps-là, on ne prescrivait pas beaucoup d'inhibiteurs GLT2 ou d'agonistes GLP1. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même un sous-groupe, surtout celui inhibiteur GLT2 qui est intéressant. On va le revoir plus tard dans la présentation. Maintenant, voyons les résultats. Premièrement, pour ce qui est du résultat cardiovasculaire, donc le MACE 3 points plus hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais tout ça a été réduit de 14% et c'était statistiquement significatif. Donc, le NNT était à 46 à 3 ans, ce qui est quand même intéressant. Et on voit ici que tous les composantes individuelles du MACE 3 points plus hospitalisation pour insuffisance cardiaque étaient du bon côté, sauf les AVC, qui étaient vraiment pareils dans les deux groupes. C'est tout de même intéressant, mais c'était surtout donc médié par la réduction de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque.
Et la protection cardiovasculaire dans cette étude, elle était maintenue, peu importe le DFG, peu importe l'albuminurie. Donc, vous voyez que tout ça est pareil, ou à peu près. Donc, ça fonctionne pour tout le monde, peu importe le DFG et l'albuminurie. Maintenant, pour ce qui est des résultats rénaux, c'était une baisse donc de 23 des résultats rénaux, ce qui fait un NNT à 60, ce qui est tout de même intéressant. Et tous les composantes individuelles du paramètre composé rénal étaient réduits et c'était, on peut dire, surtout médié par le doublement de la réduction du doublement de créatinine, mais les autres aussi étaient toutes dans la bonne direction. Maintenant, pour ce qui est du DFG, ça, c'est des données de Fidelio. Ce qu'on a vu dans Fidelio, c'est que dans le groupe placebo, le DFG diminue lentement, de façon assez constante, pas rapidement. C'est des gens de toute évidence bien soignés. Pour ce qui est des gens sous Finerenone. Donc, il y a une baisse du DFG quand même un peu plus grande que le placebo pour les premiers 4 mois, avec une pente de réduction du DFG qui était beaucoup plus prononcée pour Finerenone par rapport au placebo pour les 4 premiers mois. Ensuite, le DFG se stabilise dans le groupe Finerenone et étant donné que la pente de réduction du DFG est plus faible dans ce groupe-là, à la fin de l'étude, Finerenone atterrit au-dessus du placebo. Ça nous fait penser aux études d'ISA, DARA ou d'inhibiteurs SGLT2. Et vous voyez que la pente du DFG, elle est moins prononcée dans le groupe Finerenone versus placebo, ce qui prédit donc un effet de protection rénale très important. Maintenant, les données de sécurité dans Fidelity. Donc, premièrement, on doit dire que la Finerenone, c'est un produit très bien toléré. Les effets adverses étaient équivalents au placebo au total. Mais il y a quelque chose qui ressort du lot, c'est vraiment l'hypercalémie. Donc, peu importe la manière dont on exprime l'hypercalémie, c'est plus important dans le groupe Finerenone versus placebo. Bon, heureusement, dans cette étude, il n'y a aucune hypercalémie fatale, mais ces gens-là étaient quand même très bien suivis. Et la meilleure façon, probablement, d'exprimer l'hypercalémie, c'est l'hypercalémie rapportée par les investigateurs. Et c'était 14 versus à peu près 7 donc le double avec Finerenone. Donc, ça, c'est une chose à retenir. Donc, d'autres données de sécurité, la baisse de la tension artérielle, elle était assez faible dans le groupe Finerenone, moins 3,7 mm de mercure. Donc, on est très loin de ce qu'on pourrait s'attendre avec spironolactone ou éplérenone. Aucun effet secondaire sexuel, donc c'est vraiment un ARM très sélectif. Puis l'hypercalémie, on l'a vu tantôt, donc c'est le double. Mais la plupart du temps, c'était des hypercalémies avec un impact minimal. L'hypercalémie qui a mené à l'arrêt du traitement, c'était 1% de différence entre les deux groupes. C'était quand même relativement rare. Maintenant, étant donné que c'est probablement un médicament qu'on va utiliser le plus souvent avec un inhibiteur SGLT2, l'analyse de ce groupe avec un inhibiteur SGLT2, ça nous intéresse certainement. Donc, c'est ce qu'on va voir prochainement. Mais juste avant, je voudrais vous montrer des données précliniques. Donc, c'est rare que je montre des données là chez les souris, là, mais je trouve que c'est intéressant parce que ces données précliniques tendent à démontrer que la combinaison Finerenone-inhibiteur SGLT2 présente des avantages par rapport à la monothérapie. Donc, vous voyez chez ces souris, par rapport au placebo, si on donne un inhibiteur SGLT2, on baisse donc la fibrose cardiaque. Même chose avec Finerenone. Mais si on combine les deux, on dirait que l'effet est plus qu'additif. On dirait même un effet synergique de la combinaison qui est super intéressant. Ça se répercute sur les données de survie. Vous voyez ici, par rapport au placebo, l'AMPA, c'est meilleure survie. Vous voyez ici, c'est des jours, là, donc c'est définitivement des souris. Et vous voyez, donc, Finerenone, la survie est meilleure, mais le groupe qui a la survie la meilleure, c'est vraiment le groupe combiné. Donc, c'est intéressant. Si on revient maintenant à Fidelity, il y avait seulement 877 patients qui prenaient un inhibiteur SGLT2, 6,7 des patients au total. Dans Fidelity, il y avait une belle baisse là, de protéinurie de l'ordre de 30 Et si on regarde le groupe sans inhibiteur SGLT2, donc les 95 des patients, c'était moins 32 Et pour ce qui est des gens avec inhibiteur SGLT2, on dirait que c'est un peu mieux, moins 37 même si en général, les gens qui avaient un inhibiteur SGLT2 avaient une protéinurie moyenne qui est un petit peu plus basse là, que le reste des gens de l'étude. Maintenant, pour ce qui est de la protection cardiovasculaire, c'est pareil. Peu importe que l'on prenne un inhibiteur SGLT2, oui ou non, ou peu importe que l'on prenne aussi un agoniste GLP-1, oui ou non,
on a les mêmes résultats. Le P d'interaction est négatif, c'est les mêmes résultats. Mais tout de même, là, on peut pas s'empêcher de voir là, que visuellement, on dirait que les gens avec inhibiteur SGLT2 vont mieux, comme si le traitement combiné était mieux. Mais évidemment, les intervalles de confiance sont larges, là, et donc des conclusions définitives sur la thérapie combinée n'est pas possible actuellement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde semble en profiter. Maintenant, au niveau rénal, peu importe la définition du composé rénal là, que l'on garde, donc le doublement de la créatinine avec notre composé rénal classique ou diminution du DFG de 40 %, si on n'a pas d'inhibiteur SGLT2 versus inhibiteur SGLT2, c'est la même chose, les mêmes résultats, la même protection rénale. Le P d'interaction est négatif. Mais encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de voir que visuellement, on dirait que le traitement combiné, il est meilleur, mais avec des intervalles de confiance aussi larges, là, des conclusions définitives ne sont pas possibles, mais très certainement que les études en cours avec le traitement combiné chez l'humain vont nous intéresser parce que les résultats, disons que ça promet. Maintenant, le problème de l'hypercalémie, ici, c'est intéressant de constater que dans Fidelio, un inhibiteur SGLT2 réduisait le risque d'hypercalémie de plus que 50 %. Ça, c'est une donnée qui peut surprendre, mais c'est intéressant. On voit ça dans d'autres études. Ici, on regarde l'hypercalémie maintenant dans Fidelity avec ou sans inhibiteur SGLT2. Donc, aucun inhibiteur SGLT2, on va dire que c'est le gris. Avec inhibiteur SGLT2, c'est le bleu. Vous voyez ici les patients sous finerenone et les patients ici à droite sous placebo. On voit qu'avec la finerenone, l'inhibiteur SGLT2 diminue l'hypercalémie. Là, vous connaissez notre 14 % de tantôt, bien, ça baisse à 10 % avec un inhibiteur SGLT2. Donc, c'est intéressant. Et vous voyez que même chez les gens qui prennent un placebo, ça réduit l'hypercalémie. Prendre un inhibiteur SGLT2, on passe de 7 à 2,7 %. Évidemment, c'est des gens avec néphropathie diabétique qui sont à risque d'emblée, même avec un placebo d'hypercalémie. Et on dirait que ceci est réduit avec un inhibiteur SGLT2. Et ceci, on l'a vu dans d'autres études, que l'utilisation d'inhibiteurs SGLT2 est associée à une réduction du risque d'hypercalémie. Vous voyez ici, il y a des études que vous connaissez, là, donc les grands, on remonte, mettons, on recule aux grandes études d'inocuité cardiovasculaire. Ici, en PAREG, CANVAS, il y avait une réduction de l'hypercalémie qui n'était pas toujours statistiquement significative, toujours du bon côté. Dans les études d'insuffisance cardiaque, on voit ça aussi, DAPA-HF, pour comme ici, c'est Emperor Reduce. Dans les grandes études aussi de néphropathie diabétique et non diabétique, comme Credence, DAPA-CKD, on voit que ça réduit l'hypercalémie en général, et même le sous-groupe, ici, prenant un ARM, surtout dans Emperor Reduce, l'hypercalémie était réduite. Donc, c'est de plus en plus reconnu que les inhibiteurs SGLT2 protègent en général contre l'hypercalémie. Ça protège un peu. Maintenant, si on revient donc à Fidelity, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que le composé cardiovasculaire était réduit de 14 % par l'utilisation de finerenone, ce qui était vraiment statistiquement significatif. Et c'était surtout médié par la réduction de l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, qui était réduit de plus que 20 %. Pour ce qui est du composé rénal, lui, il était réduit de 23 %, surtout médié par la réduction du doublement de la créatinine, mais on reconnaît aussi un outcome très, très important, la réduction des gens qui commencent la dialyse, donc réduit de 20 %, tout à fait intéressant ici. Et donc, en conclusion, attention aussi à l'hypercalémie, qui était plus prévalent avec l'utilisation de finerenone. Ce qui nous mène à la prochaine section de notre présentation, donc l'hypercalémie. Donc, voici une définition de l'hypercalémie, ce que nous dit le compagnon en insuffisance cardiaque de la Société canadienne de cardiologie, c'est que la normocalémie, comme vous le savez, c'est entre 3,5 et 5. Dès 5,1, donc, il y a de l'hypercalémie, donc elle est légère, entre 5,1 et 5,6. À ce moment-là, on recommande de vérifier le taux régulièrement ou plus rapidement si on a décidé là d'arrêter un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone dans le but de quand même le reprendre assez rapidement. Sinon, l'hypercalémie modérée, 5,6 à 5,9. Donc, on n'attend pas une semaine, on vérifie le taux dans les jours suivants. Ici, on dit 72 heures, suivant toute intervention. Et l'hypercalémie grave, là, en général, on considère c'est à 6 et plus. Donc, on recommande de vérifier le taux là, dans les prochaines heures, de 4 à 24 heures. Donc, c'est des patients qui, en général, on recommande qu'ils soient suivis à l'urgence pour, premièrement, vérifier dans les heures suivantes
le résultat, puis aussi faire un traitement rapide pour sauver donc ces patients. Maintenant, est-ce que c'est grave, l'hypercalémie? Bien, la réponse est oui. Là, bien, tout le monde sait que l'hypercalémie sévère, c'est grave. Mais j'aurais pu vous montrer plusieurs études, mais j'aime bien cette étude en dialyse où on voit que l'hypercalémie, dès 5,1, ça augmente donc la mortalité totale, l'hospitalisation ou les événements cardiovasculaires. Donc, il ne faut pas attendre à 6 pour traiter l'hypercalémie. Dès 5,1, il faut faire des interventions. Évidemment, quand l'académie est seulement faiblement augmentée, les interventions peuvent être légères, mais quand même, il faut intervenir. Il ne faut pas oublier non plus que le principal déterminant d'avoir une calémie au-dessus de 6, c'est d'avoir eu avant une calémie légèrement augmentée. Donc, même les hypercalémies légères, il faut les traiter. Bon, maintenant, hypercalémie, ce que nous savons actuellement, c'est que l'incidence d'hypercalémie, elle est plus grande dans certaines populations où, effectivement, l'inhibition du système rénine-angiotensin-aldostérone est indiquée et souvent de façon absolue. Comme par exemple l'insuffisance rénale chronique, c'est une indication d'absolu d'avoir un IACA ou un ARA. L'insuffisance cardiaque aussi. Bien, l'hypertension, parfois, ça dépend si le patient a une maladie athérosclérotique comme maladie coronarienne ou vasculaire périphérique. Puis le diabète aussi, c'est une indication absolue d'avoir un IACA ou un ARA. Donc, malgré qu'il y a plusieurs indications absolues ici, on considère en général que presque 40% des patients qui devraient prendre un IACA ou un ARA n'en ont pas pour plusieurs raisons. C'est rare qu'on est allergique aux deux produits, là, mais il y a probablement toutes sortes de craintes, parfois mal fondées, mais aussi potentiellement, principalement, je pense, la crainte de l'hypercalémie. Parce que dans ces populations, mais aussi au total ici, comme vous allez voir dans un moment, là, l'inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone est effectivement associé à l'hypercalémie parce que ça fait partie du mécanisme d'action d'inhiber le système rénine-angiotensin-aldostérone que de créer de l'hypercalémie potentiellement. Donc, vous voyez ici au total, avec un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone, on double l'hypercalémie et en général, toutes les comorbidités qui sont souvent des indications absolues d'un IACA ou un ARA, ils ont plus d'hypercalémie quand ils ont un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Ça peut faire peur à certains cliniciens qui hésitent à ce moment-là à donner les médicaments qu'ils devraient donner à ces gens-là. Mais bon, je ne vais pas vous passer en revue toutes les études qui démontrent que c'est vraiment des indications absolues, vous le savez, mais juste 2 diapos sur l'insuffisance rénale chronique. On sait qu'en néphropathie diabétique, c'est une indication absolue. Vous reconnaissez les études RENAL et IDNT qu'on a vues au début de la présentation. Mais aussi en insuffisance rénale non diabétique. Vous voyez ici une belle réduction des événements cardiovasculaires chez les gens qui ont des néphropathies non diabétiques avec l'utilisation d'un IACA ou d'un ARA. Donc, vraiment, l'insuffisance rénale chronique, peu importe la cause, c'est une indication absolue d'IACA ou d'ARA, tout comme l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose et le diabète. Maintenant, poursuivons sur ce que nous savons. Bon, certains cliniciens utilisent malheureusement l'arrêt des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone comme traitement de l'hypercalémie, même si ces patients ont une ou des indications absolues d'en avoir. Mais on peut comprendre des fois que quand on a peur, ça nous fait faire des choses comme ça. Et parfois, ça arrive qu'on n'a pas le choix. Hein. Donc, je vais arriver dans un moment avec les traitements d'hypercalémie, mais ça arrive parfois qu'on est pris dans le coin, on a tout essayé, on n'y arrive pas. Là, malheureusement, on arrive à ça. Mais moi, ce que je trouve plus malheureux, c'est les gens qui utilisent en première intention l'arrêt des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone comme traitement d'hypercalémie. On va voir dans un moment qu'il ne faut pas faire ça. Il y a bien d'autres choses à faire avant. Mais la vraie question qu'on doit se poser à ce stade-ci, c'est est-ce qu'on peut sécuritairement cesser un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone? Parce qu'évidemment, ceux qui l'arrêtent veulent bien faire, ils veulent certainement pas nuire aux patients, mais peut-être qu'ils se sont pas posé la question, là, est-ce qu'on peut le faire sécuritairement? Et la réponse, c'est non, dans toutes les études. Je vais vous en montrer quelques-unes, comme par exemple, j'aime bien celle-ci parce que c'est juste des patients avec des DFG en bas de 30, donc des patients fragiles. DFG en bas de 30, certaines personnes pourraient penser, bon, ben même si des agents néphroprotecteurs, peut-être que c'est dangereux pour les gens en bas de 30, là, mais la réponse est non. C'est plutôt dangereux de ne pas en donner. Vous voyez ici la survie, et c'est la mortalité totale dans ce graphique. Donc, c'est la survie ici que l'on voit. Donc, la survie elle est meilleure avec un IACA ou un ARA. Elle est moins bonne avec un DFG en bas de 30 si on arrête
l'IECA ou l'ARA dans cette cohorte, peu importe la raison pour laquelle on l'arrête. Et pourquoi les gens meurent plus? Quand on l'arrête, ils meurent de maladies cardiovasculaires. Vous voyez ici les événements cardiovasculaires. Il y en a moins avec l'IECA ou l'ARA et il y en a plus quand on l'a arrêté. Pour ce qui est des événements rénaux, on voit que quand on conserve notre IECA ou notre ARA, donc on a moins d'événements rénaux. Ici, c'est l'événement end-stage kidney disease, c'est-à-dire commencer la dialyse. Vous voyez tout de suite que dès qu'on arrête les IECA et les ARA, on commence la dialyse chez beaucoup de patients très, très rapidement. Ensuite, ça se stabilise un peu, mais c'est tout de même moins bon que quand on poursuit l'IECA ou l'ARA. Donc, ça semble évident parce que c'est des agents néphroprotecteurs, mais tout de même, rappelez-vous que on commence plus vite la dialyse quand on arrête les IECA et les ARA. Une autre étude ici, toujours ce que nous savons, là, donc diminuer ou cesser l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est malheureusement une stratégie fréquente du traitement d'hypercalémie. Par contre, utiliser des doses sous-optimales de ces agents augmente la mortalité chez tous les types de patients. Regardons ici cette grande cohorte qui est, si je me rappelle bien, une cohorte scandinave. Si les patients donc ont une dose maximale d'IECA ou d'ARA, on a un certain risque de mortalité, on va dire qu'il est le risque de base. Dès qu'on donne pas la dose maximale, on double la mortalité. Si on l'arrête complètement, bien là, on triple la mortalité. Donc, vous voyez que c'est catastrophique. Et ça, c'est vrai, peu importe la comorbidité. Vous voyez ici les diabétiques, insuffisance cardiaque ou insuffisance rénaux. On fait au moins doubler, sinon même tripler la mortalité quand on arrête l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone. Puis je vous rappelle qu'il y a plusieurs de ces patients-là qui ont une indication absolue d'en avoir. Donc, hypercalémie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment cesser les inhibiteurs du système rénine-angiotensine? Donc, avant de répondre à la question, il faut se rappeler que c'est des médicaments cardioprotecteurs, néphroprotecteurs et qui réduisent la mortalité totale. Donc, en sachant ça, est-ce qu'on peut arrêter ces agents-là pour éviter la mort? Donc, notre patient fait de l'hypercalémie, on se dit, je vais lui éviter la mort, j'arrête son inhibiteur du système rénine-angiotensine. Bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en général, non. Car comme on a vu dans les études, au contraire, ça double ou même triple la mortalité. Fait que c'est pas une bonne raison pour cesser les IECA ou les ARA, éviter la mort de ces patients. Est-ce que c'est pour préserver la fonction rénale? C'est un peu curieux de se poser la question parce que c'est des agents néphroprotecteurs, mais quand même, il y a des gens qui se posent la question quand l'insuffisance rénale est très avancée, est-ce qu'on devrait les arrêter pour préserver la fonction rénale? Bien, la réponse est non, parce que ça accélère la perte de fonction rénale. Donc, on ne peut pas arrêter les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone pour cette raison. Ce qui est recommandé plutôt, c'est de suivre cet algorithme. Ici, c'est l'algorithme KDIGO. Donc, KDIGO, nous, c'est des recommandations que l'on fait en néphrologie. C'est un regroupement international qui fait des recommandations. Donc, KDIGO, c'est Kidney Disease Improving Global Outcome. Chez les patients hypertendus et en insuffisance rénale et chez les diabétiques, voici ce qu'on recommande. Premièrement, quand on commence un IECA ou un ARA, on doit donc surveiller le taux de créatinine et de potassium 2 à 4 semaines après l'instauration, mais aussi après toute modification de dose. Ça, tout le monde fait ça. Tout le monde sait qu'il faut faire ça parce que vous l'avez appris à la petite école. Ça, c'est le début. Tout le monde sait ça. C'est peut-être un peu plus loin qu'il y a des choses à apprendre. Premièrement, si la kaliémie elle est normale puis que la créatinine elle a augmenté de moins de 30 parce qu'elle va augmenter. Hein, donc, quand on renverse l'hyperfiltration, on diminue l'hypertension glomérulaire, la créatinine augmente un peu. Si elle augmente moins de 30 ça va bien. On peut continuer à augmenter la dose si on n'est pas rendu à la dose optimale. Si on est rendu à la dose optimale, ça va bien, on est rendu. Sinon, si l'augmentation de la créatinine est de plus de 30 il y a un problème. Soit que le contrôle a été fait en pleine insuffisance rénale aiguë, là, peut-être que le patient faisait une gastroentérite, il faut donc corriger ça, corriger la déplétion volumique, réévaluer les médicaments concomitants. Peut-être qu'entre-temps, quelqu'un a augmenté le diurétique ou le patient s'est mis à prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si par contre, cette augmentation de 30 arrive complètement dans un ciel clair, là, il faut envisager la possibilité que peut-être notre patient a des sténose bilatérale des artères rénales, qu'on pourra à bon escient peut-être corriger pour pouvoir lui donner un IECA en ARA. C'est là une indication absolue. Par contre, si le patient fait de l'hypercalémie, à ce moment-là, il y a plusieurs questions à se poser. On passe en revue les médicaments concomitants. Est-ce que le patient, il prend du potassium? Souvent, les gens prescrivent un diurétique avec du potassium. Peut-être que
Ça fait longtemps qu'on ne pense plus, mais notre patient prend du potassium. Peut-être qu'il prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est ça la raison qui fait une hypercalémie. Si c'est pas ça, on doit appeler notre patient, lui dire de modérer si ça part en potassium. On va y revenir dans un moment. Ensuite, on peut envisager l'utilisation de diurétiques de lance, diurétique thiazidique s'il y en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, peut-être un inhibiteur SGLT2 s'il n'a pas déjà. Ou s'il n'y en a pas besoin, s'il y a de l'insuffisance rénale assez avancée puis qu'il y a un peu d'acidose métabolique, peut-être qu'il peut prendre du bicarbonate de sodium pour normaliser sa kaliémie et en même temps corriger son acidose métabolique. Et ultimement, si tout ça n'est pas possible ou que ça ne fonctionne pas, on peut utiliser des échangeurs de cations gastro-intestinaux, c'est-à-dire des chélateurs du potassium. Il y en a plusieurs maintenant sur le marché qu'on peut utiliser. Et donc, on peut faire tout ça et ne réduire la dose ou ne cesser le traitement par une essai ou un ARA qu'en dernier recours. C'est vraiment ça, le bottom line. Après avoir fait tout ça, on joue sur les essais et les ARA seulement en dernier recours. Donc, moi, ça m'arrive rarement d'être obligé de toucher aux essais ou aux ARA. Ça m'arrive surtout chez des patients qui veulent pas changer leur diète, là, qui veulent pas qu'on change les médicaments, qui veulent pas de chélateur du potassium. À un moment donné, je lui dis, ben là, écoutez, monsieur ou madame, j'ai pas le choix. Je dois vous mettre au courant que ça va augmenter vos risques cardiovasculaires, risque rénal et même risque de mortalité, comme on a vu. Puis, si le patient veut toujours pas écouter nos recommandations précédentes, on va être obligé de réduire ou d'arrêter son ISA ou son ARA. Ça m'arrive à l'occasion. Mais ce qui est recommandé, c'est vraiment d'utiliser ces stratégies de prise en charge de l'hypercalémie. On vient de voir tout ça, mais juste pour renchérir, presque un régime pauvre en potassium, on va y revenir. Prendre en charge l'acétose métabolique s'il y en a, si le patient a de l'insuffisance rénale notamment. Recourir aux diurétiques au besoin, mais parfois ils n'en ont pas besoin. Penser aux inhibiteurs SGLT2. Interrompre la prise ou réduire la dose de médicaments non essentiels associés à l'hypercalémie, comme le potassium, les AINS et les liants du potassium. Il y en a plusieurs. Vous connaissez le caoxalate, là, le sulfonate de polystyrène sodique. Il existe aussi le polystyrène calcique. Et il y a des nouveaux. Si les patients n'aiment pas le caoxalate, on peut prescrire à ce moment-là du zirconium ou du platyromère, qui est beaucoup mieux toléré. Pour ce qui est de la nutrition et de la kaliémie, ça, c'est l'outil qu'on utilise à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Maintenant, on ne dit plus aux patients de réduire les fruits et légumes parce qu'effectivement, les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. On dit plutôt d'éviter les aliments transformés qui contiennent des additifs de potassium. Ce qu'il faut savoir, c'est que les additifs de potassium, c'est du potassium 100% absorbable. Donc, dès que c'est écrit là, chlorure de potassium, acétate de potassium, phosphate de potassium, etc., faut pas acheter ça. Et éviter aussi les aliments peu nutritifs riches en potassium, comme les chips, les frites. On parle ici de chocolat, de café, de charcuterie, des alcools, surtout la bière. Et aussi, souvent, c'est des patients hypertendus, donc on leur dit d'éviter le sel, mais il faut éviter aussi les substituts de sel à base de potassium. Pour ce qui est des fruits et légumes, on recommande pas de les réduire. Ce qu'on dit, c'est que le potassium qui provient des végétaux, c'est moins absorbable, donc ça va bien. Mais il y a des petits trucs ici, là, comme faire donc éplucher certains légumes, les faire bouillir, ça enlève le potassium. Sinon, éviter les jus, notamment. Bon, maintenant, hypercalémie, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, l'hypercalémie, c'est une conséquence fréquente du traitement par inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone. Ça fait partie du mécanisme d'action de ces molécules. Chez des patients qui ont des indications absolues d'en avoir, là, comme les insuffisants rénaux, les diabétiques, les insuffisants cardiaques, les gens avec athérosclérose. Donc, le traitement par un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone permet de sauver des vies et présente des bienfaits évidents pour la santé cardio-rénale de ces patients. Donc, c'est pour ça que les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone ne doivent être interrompus qu'en dernier recours, après l'échec des autres mesures qu'on a discutées auparavant, visant à obtenir un taux de potassium normal. Il convient plutôt donc de mettre en place plusieurs stratégies de prise en charge de l'hypercalémie et de surveiller attentivement le taux de potassium sérique. Donc, l'arrêt du traitement par un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone doit être évité à tout prix. Donc, notamment les patients avec hypertension réfractaire, insuffisance cardiaque, diabétique, insuffisants rénaux, les inhibiteurs du système rénine-angiotensin, mais aussi les ARM présentent des bienfaits évidents pour la survie. On a parlé des stratégies de prise en charge d'hypercalémie, surveiller étroitement le taux de potassium. Si jamais on arrive donc
au bout, et puis il faut interrompre notre traitement par un inhibiteur du système rénal angiotensine aldostérone. Le mot-clé ici, c'est d'avoir un plan. Ça prend un plan de reprise. Est-ce que ça doit être rapide, pas trop rapide? Oui, je pense qu'il faut que ce soit relativement rapide, mais le point principal, c'est d'avoir un plan, pas l'arrêter pour la vie, mais juste avoir un plan de reprise. Recommencer quand même le plus tôt possible, une faible dose pour commencer. Donc, en conclusion, première diapo de conclusion. Voici ici les études positives en néphropathie diabétique. C'est pour mettre donc l'étude fidélité en perspective par rapport aux autres études positives en néphropathie diabétique. Donc, il y en a juste 6 études positives, là, malgré que ça fait 30 ans qu'on fait des études en néphropathie diabétique. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont négatives. Il y en a seulement 6 qui sont positives. Donc, avec les ARA ici, vous connaissez Renal et IDNT avec moins 16-20% de protection rénale. Les émetteurs SGLT2, vous voyez que c'est mieux. Prudence, Zaposekidi, c'est moins 34-44%. L'étude sonore ici avec un transcendantal, donc c'est moins 35% pour la protection rénale, mais ce ne sera pas commercialisé au Canada. C'est une molécule qui est difficile à prescrire, qui donne de la surcharge et de l'anémie. Donc, ce ne sera pas commercialisé au Canada, donc on peut la passer, mais c'est une étude positive en néphropathie diabétique. Et vous voyez que la finerenone, ce serait donc, avec fidélité, la plus grande étude en néphropathie diabétique, avec un beau moins 23% de réduction du risque rénal. C'est intéressant. C'est de l'ordre, disons, de ce qu'on peut obtenir avec un ISA ou un ARA, avec en prime une protection vasculaire, une réduction de la mortalité totale qui n'était pas significative, mais tout de même. Mais le problème, vraiment, l'hypercalémie qu'il faut surveiller. Mais il y a des solutions pour l'hypercalémie. Et donc, les recommandations ont commencé à changer depuis l'étude fidélité. Vous voyez ici l'Association américaine de diabète a émis cette recommandation. Donc, pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique qui présentent un risque accru d'événements cardiovasculaires ou de progression d'insuffisance rénale. Donc, ça fait vraiment beaucoup de patients. Ou les patients qui sont incapables d'utiliser un inhibiteur SGLT2, ça, c'est pas beaucoup de patients. Donc, un ARM non stéroïdien, la finerenone, est recommandé pour réduire la protection pour réduire la progression d'une insuffisance rénale chronique et réduire les événements cardiovasculaires. Quand même, un niveau de preuve A parce que c'est vraiment une belle étude randomisée, fidélité. Et les recommandations KDIGO, on a intégré, nous aussi en néphrologie, l'ARM ici comme médication add-on. Vous voyez ici les médicaments first line, là, inhibiteur SGLT2, metformin, ISA ou ARA et les statines. Et parmi les médicaments de deuxième ligne, si on a ici ne serait-ce qu'une microalbuminurie, on recommande, si le potassium est normal, de commencer notre ARM non stéroïdien. Donc, si on termine maintenant avec notre cas, donc notre patiente, évidemment, elle a de l'air, selon les standards actuels, d'être traitée au maximum. Tout vraiment est dans les cibles. Malheureusement, elle a encore de l'albuminurie, ce qui fait que la finerenone ici devient un choix intéressant lorsque disponible. Et c'est quand ce sera disponible? Mais c'est presque maintenant parce que le 14 octobre, la finerenone a eu donc son approbation au Canada. Donc, probablement qu'on va être capable de commencer à en prescrire, à tout le moins pour les gens avec assurance privée, peut-être après les fêtes. Là, puis ensuite, on verra pour ce qui est du remboursement au niveau public. Là, mais vous voyez que ça s'en vient. Donc, la dose de 10 mg, 20 mg, donc 10 mg si le DFG est en bas de 60. Puis après ça, dans un deuxième temps, on monte à 20 mg. Et 20 mg d'emblée chez les gens avec DFG en haut de 60. Chez les gens donc qui ont besoin de protection rénale et cardiovasculaire et qui ont le diabète. L'indication est quand même assez large, mais on verra comment ce sera remboursé au niveau public. Donc, en conclusion, on a vu que la néphropathie diabétique, c'est un problème de santé publique qui est majeur, là, qui est associé à une grande mortalité et morbidité, à la fois rénale et cardiovasculaire. Puis, on a vu que la finerenone, c'est efficace pour diminuer cette morbidité, à la fois rénale et cardiovasculaire, surtout étudiée jusqu'à maintenant sans inhibiteur SGLT2. Mais on a vu que dans ce groupe inhibiteur SGLT2, ça semble au moins tout aussi efficace. Il reste quand même des questions non résolues, là, comme l'effet de la finerenone chez les non-diabétiques et vraiment une étude formelle avec un inhibiteur SGLT2, d'autres questions, etc. Il y a des études en cours là, actuellement pour ces sous-groupes-là. Et on a vu finalement que l'hyperkaliémie, c'est un problème électrolytique qui est quand même dangereux, mais avec plusieurs solutions. Puis la solution de diminuer ou arrêter l'inhibiteur du système rénine-angiotensine aldostérone doit être fait en dernier recours, seulement après avoir utilisé les autres techniques
de réduction de la kaliémie et avoir un plan de reprise si jamais on se rend là. Donc, c'était la fin de ma présentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, je pense que là, on peut passer à la période de questions. Merci beaucoup, Dr. Vallée. Merci beaucoup pour cette excellente présentation et surtout les explications claires sur le management là, de l'hyperkaliémie. Alors, on a déjà quelques questions à vous soumettre. On va rester, sur le problème potentiel d'hyperkaliémie. Quelque chose de peut-être plus de base. À quel niveau de potassium chez un patient avec néphropathie diabétique, on ne peut pas penser prescrire la finérenone? Hein? Quelle est la limite du potassium avant de penser à prescrire de la finérenone? Bien, ça va augmenter le potassium un peu quand même. On dit qu'en général, dans les études, c'est moins que spironolactone et éplérenone, mais ça va le monter un peu. Et dans l'étude fidélité, c'était vraiment 4,8. Donc, 4,8 quand même, ça ne donne pas une grosse marge de manœuvre. Mais moi, dans ma pratique, en général, les ISCA, les ARA, ainsi que les ARM qu'on peut prescrire actuellement, là, j'attends là 4,5 idéalement avant de le prescrire. Donc, j'utilise les autres techniques qu'on vient de parler tantôt, là, qui réduisent le potassium à bon escient sans en faire un traitement de l'hyperkaliémie. Là, j'essaie de réduire un peu le potassium. Quand c'est autour de 4,5, là, je peux commencer mon ISCA ou mon ARA ou ma spironolactone. Bon, la finérenone, ça va monter le potassium apparemment moins que ces produits-là. Donc, on peut probablement monter plus que 4,5, mais la limite, c'est vraiment dans l'étude fidélité 4,8. Donc, si on veut reproduire les résultats dans notre pratique, je pense que le 4,8, c'est quand même une bonne limite, là, tout en sachant que quand même, ça va monter. Là, et alors, ça ne laisse pas une grosse marge de manœuvre. Mais en bas de 4,8 et même définitivement en bas de 4,5, pas de problème. D'autres questions pour ce qui est de l'hyperkaliémie. Si on a un patient qui arrive à la salle d'urgence en insuffisance rénale aiguë, il est soit sur un ARA, un inhibiteur de l'OCA, vous avez bien dit qu'il faudrait les garder autant que possible pour la protection cardiovasculaire que ça offre. Alors, le patient se présente, est en insuffisance rénale aiguë. Est-ce qu'on devrait l'arrêter quand même, le bloqueur du système rénine-angiotensine? C'est une bonne question. Je l'ai pas mentionné, mais tout ça était, tout le propos là était pour un patient en externe. Puis toutes les recommandations, le tableau des KDIGO que je vous ai montré là, on commence une TSCA, on regarde si la créatine augmente de 30%, s'il fait de l'hypercalémie. Tout ça, c'est des algorithmes de traitement de patients en externe. Il n'y a aucune de ces recommandations-là qui s'applique à la salle d'urgence. Alors, donc, j'en ai pas parlé du tout de ce propos dans ma présentation. Alors, si on parle effectivement là maintenant des gens qui se présentent à la salle d'urgence, alors effectivement, là, si le patient est en insuffisance rénale aiguë, ben clairement là, c'est contre-indiqué en insuffisance rénale aiguë, un ISCA, un ARA, même un ARM. Souvent, c'est des gens qui sont déshydratés. Ça dépend de la cause de l'insuffisance rénale aiguë, mais souvent, c'est une gastroentérite notamment. Et évidemment, c'est contre-indiqué à ce moment-là. Donc, à la salle d'urgence, on arrête tout ça. D'ailleurs, ça fait partie des médicaments que l'on doit arrêter les journées de maladie, tout comme les inhibiteurs SGLT2, le metformin, les sulfos, les AINS. Il y a les ISCA et les ARA. Et j'imagine que la finérenone va faire partie de cette liste-là dans les prochaines recommandations. C'est des médicaments qu'on ne doit pas prendre quand on est malade. Alors, donc, si on prend le compte de figure, on est malade. Donc, on s'entend là, que je ne parlais pas de ça dans ma présentation. Le patient arrive à la salle d'urgence. On arrête tout ça. Ça fait partie des médicaments qu'on doit arrêter les jours de maladie. Et ensuite, on regarde le patient évoluer. Et la plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du cas de figure. Si l'IRA se corrige très rapidement et que le patient soit congé quand même rapidement, c'est un peu trop tôt pour commencer son ISR ou son ARA, son ARM. Il y a congé sans ces médicaments-là. Puis, soit nous, on va le revoir à la clinique externe ou on le renvoie pour son suivi usuel avec comme mission de reprendre son ISA ou son ARA ou son ARM dans un moment où le patient sera plus stable
lorsqu'il sera à la clinique externe. L'autre cas de figure, c'est l'hospitalisation qui se prolonge. L'IRA se corrige très lentement ou le patient a d'autres problèmes sociaux qui font qu'il va rester longtemps à l'hôpital. Ça arrive, donc on peut le reprendre pendant qu'il est à l'hôpital. Ça dépend du cas. L'avantage de le reprendre à l'hôpital, c'est que là, quand on donne congé, on sait que notre plan il est déjà réglé. Il y a son médicament qui a possiblement une indication absolue, ça va bien. Quand on donne congé au patient sans son médicament, donc il a possiblement une indication absolue, bien là, il y a un risque que ce ne soit pas repris en externe. Bien, ce risque-là peut être contourné en instaurant un vrai plan de reprise. Si c'est pas nous qui allons le faire, bien, on essaie que le plan soit bien transmis à la personne qui devrait le refaire en externe. Donc, c'est ce qu'on fait en insuffisance rénale aiguë. Mais on s'entend que c'est tout ça, c'est tous des médicaments qu'on arrête les journées de maladie. Quelques questions ici concernant l'usage des inhibiteurs de la SGLT2 et ici la phénérénone. Je vais vous demander une question puis une sous-question. Est-ce qu'on devrait commencer pour la protection rénale chez les diabétiques par une SGLT2 ou la phénérénone ou les deux ensemble? Bien là, pour l'instant, c'est les inhibiteurs SGLT2 qui sont sur le marché. Donc, on commence par ça. On ne se gêne pas. La protection rénale et cardiovasculaire des inhibiteurs SGLT2, c'est excellent. Ce qui fait que quand la phénérénone va arriver sur le marché, forcément, la plupart de nos patients vont être sous inhibiteur SGLT2 et donc, il va se poser la question, un peu comme le cas que je vous ai présenté. Notre patient est sous inhibiteur SGLT2, il a son ISA ou son ARA, tout est optimal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et quand la phénérénone va être disponible, ben c'est ça le petit plus qu'on pourra faire chez ces patients-là avec un inhibiteur SGLT2. Sinon, pour le patient complètement naïf, là, certainement qu'on devrait commencer par un inhibiteur SGLT2. Là, je pense que c'est ça qui donne le plus grand bénéfice. Et le petit plus que ça peut donner aussi, c'est l'effet de protection contre l'hypercalémie, ce qui fait que quand dans un deuxième temps, on lui prescrira la phénérénone, à ce moment-là, on sera déjà bien avancé pour notre protection contre l'hypercalémie. Une autre question justement sur le potassium. S'il est pour augmenter avec phénérénone, est-ce que c'est une augmentation rapide? Est-ce qu'on devrait faire une prise de sang peut-être 2 semaines, 4 semaines après? Et si le patient est en hypercalémie, puis là, vous avez mis la barre à 5,1, est-ce que c'est quelque chose qui baisse rapidement à l'arrêt du médicament ou doit-on donner une thérapie active pour l'abaisser, ce potassium? Oui, bien dans Fidelio et Figaro, donc il y avait un contrôle là, 2 semaines après le début du traitement. Puis ensuite de ça, c'était au mois, les 4 premiers mois, puis après ça, aux 4 mois. Mais c'était surtout des hypercalémies au début. Donc, l'instauration peut être rapide, mais ça peut être aussi une découverte fortuite plus tard. Puis quand on l'arrête, là, le retour peut être rapide aussi. Mais c'est rare qu'on va juste faire, en tout cas pas dans les études, là, on ne fera pas juste l'arrêt comme seul traitement. On donne aussi d'autres conseils aux patients. Et donc, non, on peut s'attendre à ce que ce soit assez rapide. Moi, je pense que ça va faire en sorte que ce nouvel ARM, même s'il est non stéroïdien, même si apparemment il donne moins d'hypercalémie que spironolactone et eplérenone, on va garder notre recommandation comme les ISA et les ARA, les autres ARM, de faire un contrôle dans 2 à 4 semaines. Puis on va garder le même traitement contre l'hypercalémie. C'est sûr que dans Fidelity, dès que le patient avait l'hypercalémie qui était significative, le patient, on arrêtait son ARM. Donc, est-ce qu'on va faire comme les essais et les ARA, puis qu'on va proposer d'intensifier vraiment tout le reste et de garder ça comme dernier recours? C'est probablement ce qui va être fait, oui. Parlons de la mort rénale, les gens qui ont besoin de dialyse ou transplantation. On se souviendra dans IDNT et dans Renal que ça prolongeait le besoin, le délai qui nécessitait la dialyse avait été prolongé de quelques mois, comme disons 8 à 12 mois. Puis sont venues les études SGLT2 à protection rénale et là, on a parlé d'un délai du besoin de dialyse pendant des années, probablement plus de 6 ans. Est-ce qu'ici, il y a eu un calcul avec phénérénone? Est-ce que le retard de la dialyse est important?
Ben, c'est intéressant comme question. Il y avait donc une réduction de 20 du début de dialyse. Puis si on regarde, si vous vous rappelez bien, la courbe de réduction du DFG par rapport au placebo n'était pas aussi séparée qu'avec un inhibiteur SGLT2. Donc, moi, je pense que ça va atterrir entre un ISCA, un ARA et un inhibiteur SGLT2. Ça va être un peu entre les deux. Mais le calcul, là, moi, je n'ai pas vu le calcul fait jusqu'à maintenant. Oui. On parlait d'événements cardiovasculaires parce que c'est très important pour nous. On sait que le diabète amène des événements cardiovasculaires, mais la néphropathie aussi est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Quand on a vu les courbes, là, moins d'événements cardiovasculaires, moins de mortalité, la phénérénone abaissait d'abord et avant tout quoi? Les infarctus, les AVC ou l'insuffisance cardiaque? C'était surtout les hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui étaient réduites. Donc, dans le composé cardiovasculaire, les AVC, on dirait que c'était quasiment neutre. Il y avait un peu de réduction là, des infarctus, mais surtout, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque était réduite. C'était ça, je pense, qui médiait la majorité là, du composé cardiovasculaire. Est-ce que donc la phénérénone serait un des piliers pour l'insuffisance cardiaque? Peut-être je devrais le demander à un cardiologue. Oui, bien là, en tout cas, c'était pas une étude cardiovasculaire. En fait, c'était pas une étude, on va se dire, sur l'insuffisance cardiaque, mais effectivement, ça agit comme un ARM agit, c'est-à-dire, oui, ça a l'air d'avoir un bon effet en insuffisance cardiaque. Est-ce que ça devrait être une thérapie contre l'insuffisance cardiaque? Mais en tout cas, ça n'a pas été comparé à spironolactone ou éplérenone à cet effet, là, qui, eux, sont des médicaments bien étudiés en insuffisance cardiaque. Mais oui, en néphropathie diabétique, on peut dire que ces gens-là avaient une protection contre l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque avec la phénéranone. C'est un bénéfice, on va dire, secondaire très intéressant. Mais ici, j'ai une question qui pousse la chansonnette un peu plus loin, là. Si le patient est déjà sous aldactone ou éplérenone pour insuffisance cardiaque, entre autres, est-ce que lorsque la phénéranone sera accessible, est-ce qu'on devrait considérer le changement si le patient est diabétique, j'imagine? Très bonne question parce que, premièrement, c'est ça, là, l'indication pour le moment, c'est le patient avec néphropathie diabétique. Il y aura d'autres populations qui vont être étudiées. Là, prochainement, on verra si l'indication pourra être élargie. Mais à ce moment-là, si le patient est déjà sur éplérenone ou spironolactone, ce qu'on devrait, je pense, se dire, c'est que il y a déjà son ARM. Donc, il y a déjà le bénéfice, probablement, même si ces médicaments-là, spironolactone et éplérenone, n'ont pas été étudiés dans la néphropathie diabétique, on peut supposer qu'on aurait eu les mêmes effets que phénéranone, mais on n'a pas ces études-là. Donc, c'est pas des médicaments de protection contre la néphropathie diabétique comme tel, mais s'ils l'ont déjà pour une autre indication, moi, j'ai plusieurs de mes patients qui l'ont pour l'indication d'hypertension réfractaire, par ailleurs, puis ils ont par-dessus le marché une néphropathie diabétique. Et ces gens-là, je ne les remplacerai pas par le phénéranone ou je ne ferai pas de switch ou je ne pourrais pas le rajouter. Là. Je pense que leur ARM est déjà bien instauré. Leur récepteur des minéralocorticoïdes est déjà bien inhibé. Tous les effets sont là. Puis pour certains patients qui ont besoin d'un effet sur la pression, comme les gens avec hypertension réfractaire, moi je pense que la spironolactone a un bénéfice additionnel très important qui est celui de baisser de beaucoup la pression. Puis pour ceux qui n'ont pas besoin nécessairement de faire baisser plus notre pression, sa pression, un petit peu comme le cas que je vous montrais, là, la phénéranone devient le meilleur choix à ce moment-là, avec en prime une belle étude là, bien faite en protection cardiovasculaire et rénale pour bien nous le démontrer dans cette population. Donc, moi, je pense pas qu'on devrait faire de switch à ce moment-là. S'ils ont déjà leur ARM, la chose est faite. Parlons de tension artérielle. Le spironolactone est bien connu, fonctionne bien en 3e, 4e ligne surtout. Et pour ne pas mentionner aussi de l'hyperaldostéronisme. La baisse de pression moyenne n'était que de 3,7 mm de mercure pour la systolique avec la phénéranone. Donc, ce n'est pas un bon antihypertenseur? C'est pas un excellent antihypertenseur. Normalement, on considère en général qu'un bon agent antihypertenseur devrait baisser la pression en moyenne de 10 sur 5 mm de mercure. Là, on est en bas de la moitié de ça. Fait que c'est pas un bon agent antihypertenseur. Alors, donc, on devrait le considérer comme tel. Là. Donc, si notre pression est déjà dans la cible,
on ne devrait pas s'inquiéter qu'il soit surtraité, quoique c'est quand même à vérifier. Puis si le patient est loin des cibles, c'est pas ça qui va nous aider, je pense, à atteindre la cible. Par contre, s'il est tout proche des cibles, mais là, pourquoi pas? Mais il faudrait vraiment qu'il soit proche quand même pour que ce soit, disons, notre intervention finale qui fasse en sorte qu'il va être dans la cible. Alors, deux dernières questions. La fin approche. On a noté ici que oui, le taux de filtration glomérulaire peut s'abaisser après l'introduction de la phénérénone. Est-ce qu'on sait la moyenne d'abaissement du taux? Est-ce que ça peut même atteindre l'insuffisance rénale aiguë, une perte de 30 %? Et s'il y a un abaissement du taux de filtration glomérulaire, est-ce que ça revient complètement? Oui, à l'arrêt du traitement, ça revient. Mais les gens avec une insuffisance rénale aiguë, c'était très, très rare dans cette étude. C'était l'équivalent du placebo. La baisse là, du DFG, c'était très faible. C'était 3-4 de DFG sur des gens qui ont une moyenne de DFG. C'était 3-4 dans les 4 premiers mois. Chez des patients qui avaient un DFG moyen à 57, donc c'est moins que 10 de baisse de DFG, donc c'est pas beaucoup. C'est une petite baisse. Est-ce que c'est juste un effet hémodynamique à cause de la petite baisse de pression? Ça se peut. Il y a peut-être d'autres explications, mais pour le moment, je n'en ai pas à vous proposer. Mais cette petite baisse de DFG, de toute évidence, pas très inquiétante. Ça ne crée pas d'IRA. Et à long terme, si on regarde après la 3e année de l'étude, le DFG atterrit au-dessus du placebo, qui, lui, descend juste tranquillement, pas vite, comme des gens qui, disons, seraient bien soignés. Ce qui fait en sorte que la protection à long terme, elle est bonne, mais à court terme, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pratiquement pas d'IRA, puis c'est une baisse qui est en bas de 10 Alors, la dernière question, elle est rapide. On sait que la spironolactone a une durée d'action assez longue, probablement 48 heures et plus. Que dire de la phénérénone? Oui, je ne connais pas sa durée d'action, mais de ce que j'ai vu au retrait, tout revient quand même assez vite. Je dirais que je ne peux pas vous donner une réponse précise en termes d'heures ou de jours, mais c'est définitivement moins long que la spironolactone, qui, lui, a vraiment une liaison qui est covalente sur le récepteur des minéralocorticoïdes. Donc, c'est long parce qu'il faut en refaire des nouveaux récepteurs avant que la machine reprenne. Eplérenone, c'est pas le cas. À mon avis, phénérénone, ça doit ressembler un petit peu à l'éplérenone. C'est probablement moins long, mais je ne peux pas vous garantir, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié.